Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Lise Lambert. Bonjour Lise, tu t'es installée sur l'île en 2011 pour prendre la gérance du restaurant L'Orangerie. Tu venais tout juste de terminer un Master 2 dans le domaine de la banque. Alors pour nous aider un peu à comprendre ton parcours, est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots où tu es née, où tu as grandi et qu'est-ce qui t'a conduit à t'installer à Porquerolles ? Alors, je suis née à Rognac, qui est une petite ville à côté de Marseille. J'ai grandi là-bas. En fait, on est parti en 2011. C'était un peu un changement de vie et pour moi et pour mes parents, puisqu'on est arrivés sur l'île en 2011 tous ensemble. Et on avait vendu la grande maison familiale de Rognac pour pouvoir commencer l'aventure Orangerie sur Porquerolles. Et donc voilà, j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité à Rognac et aux alentours. J'ai fait un petit passage par Paris pour terminer, faire des études de commerce pendant 4 ans. Donc oui, mon père a vendu sa société en 2010 et donc quand je suis rentrée de Paris après mes études de commerce, se posait la question pour moi de commencer à travailler. Et en fait, on a eu l'opportunité par le biais du papa de ma fille, de Lou, qui avait fait 10 ans à Porquerolles, une petite île à côté, et en fait, qui était déjà dans la restauration. Et on a eu l'opportunité de savoir qu'il y avait ce restaurant qui se vendait sur Porquerolles. On a visité l'endroit tous ensemble avec mes parents. Et on a eu un coup de cœur pour cette île et pour cet établissement, et on avait le cœur qui battait. Et donc ça a mis 1 an, de 2010 à 2011, on s'est battu pour avoir le prêt, gagner la confiance aussi des Scoto qui vendaient cet établissement qui était leur bébé aussi. Et donc on a eu les clés le 1er avril 2011. C'était pas une blague, c'était pas un poisson d'avril. Mais on a eu les clés le 1er avril et on a ouvert le 9 mai, pour être exact. Toi, t'avais l'idée, en faisant les études que tu as faites, de prendre la gérance d'un restaurant, ou ça a été un petit peu un hasard, une opportunité ? Alors pas du tout, puisque moi je pensais aller en banque. J'étais quand même sur l'idée d'accompagner les professionnels, plutôt sur la partie financement, chargé d'affaires professionnelles ou directeur d'agence, voilà. Et puis en fait, quand j'ai terminé mes études, j'ai fait une saison à Porquerolles, à l'hôtellerie provençale. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ça me plaisait déjà un peu. Mais bon, j'étais partie pour retourner à la banque après cette petite saison. Et donc finalement, mon père a vendu sa société, ça s'est imbriqué comme ça. Hervé, le père de Lou, j'étais enceinte. Le papa de Lou était dans la restauration. Au début, c'était je t'aiderai juste au papier, on va trouver un restaurant pour toi. Lui, il voulait trouver un petit établissement que le midi, etc. Et puis voilà, on a eu ça et en fait, on s'est dit allez hop, on se lance dans l'aventure. Et au départ, je devais faire que les papiers. Vraiment, et puis m'occuper de Lou, et voilà, quoi. Et peut-être même trouver, je voulais, je m'en rappelle maintenant, je voulais rentrer à la SMC de Porquerolles. Je m'étais dit, maintenant j'en rigole parce que je sais que c'est pas possible, mais je m'étais dit, je postulerai, peut-être qu'il y aura un poste là-bas. Et la SMC, tu peux préciser. Là, c'est la banque de Porquerolles, voilà. Je m'étais dit, ouais, ça a l'air sympa, cette petite agence, je m'occuperai des Porquerolles, ça va être cool. Rien du tout, je suis rentrée à l'Orangerie et j'y suis encore. Et alors, ton installation à Porquerolles, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été facile de t'adapter à la vie ici quand t'es arrivée ? Alors, la vie ici, ça a été... non, j'ai envie de dire que ça a été très dur. Ça a été très dur parce que la vie ici, on peut penser... il y a un côté qui est merveilleux pour élever... moi, j'adore élever mes enfants ici.
voilà, la qualité de vie est merveilleuse. Dès qu'on sort, on est dans la nature, on est à la plage, voilà, c'est un lieu qui est merveilleux. Mais après, c'est très dur parce que, à la fois aussi quand on a un enfant, pour tout ce qui est la gestion du quotidien, aller chez le médecin en dehors du généraliste, faire ses courses, voilà, meubler sa maison, remplir son restaurant, voilà, le relationnel avec les fournisseurs, etc. Tout ça, c'est, voilà, quand on traverse, ça prend une journée. Voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir une place de parking à l'année, donc je me rappelle, hein, les 3 premières années. Je mettais un temps infini parce que je montais à pied avec la poussette, les sacs et tout. Je me garais à l'endroit qui est gratuit et qui sont en train de supprimer petit à petit d'ailleurs. Et voilà, ça a été très compliqué. Puis après pour le logement, parce que on avait négocié d'avoir l'appartement du vendeur pendant 1 an. Et que très rapidement, une fois que notre saison a été terminée, on a eu l'angoisse de savoir où est-ce qu'on allait aller après, quoi. Et donc j'ai dû déménager 6 ou 7 fois. Je crois que je connais un peu tous les endroits, tous les quartiers de Porquerolles, pour finalement ne plus avoir grand-chose. Et j'ai terminé par vivre une fois qu'on s'est séparés avec Hervé et que mon père et ma mère étaient repartis, parce que pareil, ils n'arrivaient pas à se loger vraiment. Et j'ai terminé dans le sous-sol du restaurant pendant 3 ans. Et donc logement, difficulté d'organisation logistique, ouais, pas si simple. Et par rapport à la communauté porquerolloise, tu t'es sentie vite intégrée? J'ai mis une bonne année vraiment à commencer à m'intégrer, et en fait c'est vraiment par le biais de Lou, et quand elle est rentrée à l'école, où là j'ai commencé à rencontrer les mamans, et puis après ça nous a permis moi, ça m'a permis, en fait, après de rencontrer leur mari, et puis après leurs amis, etc. Et c'est là où j'ai élargi mon cercle. Et puis après, par le biais du restaurant aussi, on a mis du temps aussi à ce que les gens nous intègrent dans leurs habitudes, c'est-à-dire tiens, au lieu de se dire on va aller que boire un café à côté port ou à l'Escale, et maintenant on va aller boire un peu le café aussi à l'Orangerie. Et donc voilà, on est rentré, je pense, petit à petit dans leurs habitudes, et parce qu'on a fait un effort aussi d'ouvrir de plus en plus et d'être vraiment là, puisque de toute façon on s'est dit avec Jean-Baptiste, après beaucoup, en fait, quand j'ai rencontré après Jean-Baptiste, on s'est dit on est là, nos enfants sont à l'école ici, pourquoi ne pas ouvrir, hein, voilà, on prend notre temps de vacances, mais après c'est vrai que vous faites partie des restaurants qui sont les plus ouverts. Enfin, vous êtes ouverts quasiment toute l'année, pour pas dire toute l'année. Ouais. On ferme 1 mois et demi, oui. C'est pas forcément courant. Enfin, il y a très très peu de restaurants sur l'île qui sont ouverts comme ça. Je voulais te demander, être une femme jeune et prendre la tête d'un restaurant dans un endroit que l'on découvre en fait, où l'attachement territorial est particulièrement présent. Ça n'a pas été un challenge pour toi? Carrément, surtout que moi j'avais 25 ans quand je suis arrivée, donc je vais pas le cacher, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, après j'ai beaucoup pris sur moi, ça m'a énormément fait grandir, et voilà, j'ai pris en caractère, et voilà. Mais non, ça a été, j'ai beaucoup ri aussi, hein, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai aussi beaucoup ri, j'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont aidée. Voilà, après il y a quand même une solidarité sur l'île, moi qui m'a beaucoup aidée, je pense à mes voisins l'Indien, voilà, je pense à Adèle aussi avec le Sainte-Anne, les MED, enfin voilà, c'est des établissements avec lesquels on est, je pense, partenaires, et avec qui ça se passe très bien. Il y en a d'autres que j'ai pas cités, mais voilà, et donc non, ça a été pareil, les premières années ça a été très très compliqué, mais voilà, je me suis entourée. J'ai changé plusieurs fois de comptable. Je prends aussi beaucoup conseil auprès de mon papa et maintenant celui de Jean-Baptiste, Dominique et Bernard, comme on dit avec Jean-Bas, c'est nos piliers, hein. C'est les papys rock'n'roll. Et voilà, nous on est très famille, et donc voilà, on discute de plein de choses en famille, et voilà, on fait des erreurs, et puis des fois on fait des choses bien aussi,
Et voilà, on avance. D'avoir le soutien à la fois des personnes certainement sur place, qui pourraient peut-être être perçues comme de la concurrence, mais j'ai l'impression que dans ce que tu dis, que c'est voilà qu'il y a quand même cette fraternité insulaire qui est vraiment présente. Et puis auprès des parents, c'est toujours important. Ouais. Alors gérer un restaurant, c'est un peu comme gérer une entreprise avec des équipes à manager, des fournisseurs à gérer, les clients en direct qu'il faut servir et satisfaire. T'as appris en quelque sorte sur le tas, même si t'avais ton expérience à Port-Cros juste avant. Est-ce qu'il y a une partie que tu préfères dans ton métier ? La partie que je préfère, en fait, c'est le matin. Alors, c'est même... Bon, l'administratif et tout, pas du tout. Quelle horreur. Non, ce que j'aime, c'est le matin quand j'arrive à 7h moins le quart. Et que Lille, je traverse la place, puisque maintenant j'habite en haut de la place. Donc je traverse la place qui est déserte et en fait je croise toujours les mêmes personnes. Il y a toujours Philippe et Agnès qui ouvrent la supérette. Donc voilà, on se fait toujours un salut avec Philippe. Il me dit toujours une bêtise, il me fait rire. Enfin voilà. Et puis je vois la boulangerie aussi ouvrir tout doucement. Et voilà, c'est toujours les mêmes, les personnes qui balaient, voilà. Et en fait, et j'ai Jean-Mi qui vient me voir toujours aussi. Ça me fait rire ça depuis 1 an ou 2. Il vient me voir parce que il fait partie des premiers à ouvrir la location de vélo. Et donc voilà, c'est toujours les mêmes personnes. Et ça, je trouve que, je sais pas, il y a très souvent le soleil. Et ça, c'est mon moment préféré en fait. C'est le moment vraiment de calme. Porquerolles s'éveille, quoi. Voilà, Porquerolles s'éveille, ça pourrait être comme la chanson Paris s'éveille, mais là c'est Porquerolles. Et puis la luminosité, la lumière quand j'ouvre le restaurant, on a la chance d'avoir une petite terrasse avec vue sur le port, et là c'est merveilleux. J'ai l'impression que les bateaux ils rentrent dans le restaurant. Et il y a une lumière qui est merveilleuse, et souvent d'ailleurs je la prends en photo parce qu'elle est différente chaque matin. Et voilà, c'est mon moment de plénitude, on va dire. Voilà. Et presque 10 ans après, t'arrives encore à t'émerveiller. Oui. Ah oui, ça. Et les couchers de soleil aussi. On a, à partir de mai, on a le coucher de soleil qui est face à nous, quoi, côté port. Et donc ça, c'est très régulièrement, on s'arrête. En fait, même on s'arrête de travailler. Et souvent on dit à nos clients, oh là là, mais regardez, tout le monde s'arrête. Ah, c'est vrai, c'est merveilleux. Et voilà, on a une chance. Voilà. Encore savouré, je pense qu'il faut, il faut quand même y arriver. Donc oui. Il y a des moments compliqués aussi. Il y a des moments où moi j'avais entendu Porquerolles, je t'aime et je te déteste. Il y a vraiment des fois où on en a marre, et d'ailleurs il faut savoir couper, partir même juste 2 jours, ou même aller s'aérer une journée, aller faire un petit tour, et voilà, pour mieux revenir. Parce que oui, des fois aussi d'avoir toujours les mêmes personnes tout le temps, voilà, ça peut avoir un côté aussi des fois embêtant, mais bon. Et puis après il faut savoir aussi prendre du recul et se dire, attends, c'est bon, tout va bien, ça va aller, quoi. Est-ce que tu penses que tenir un restaurant à Porquerolles, ça a quelque chose de différent par rapport à la gestion d'un restaurant sur le continent ? Et si oui, pour toi, c'est quoi les particularités ? Oui, je pense que c'est différent parce que déjà, on a une chance qui est merveilleuse, c'est que on est un spot privilégié. Donc ça, déjà, on a juste, je pense, à ouvrir les portes, et donc on a déjà ce souci-là en moins. Moi, je pense à tous ceux qui ont vécu les gilets jaunes, les grèves à Paris, voilà, tout ça. Donc ça, déjà, on a beaucoup de chance. Après, on a aussi ce côté insulaire qui fait que les livraisons, c'est un casse-tête. Comme je disais, de pouvoir s'approvisionner, c'est toute une histoire. Mais bon, après, on s'organise. Et là, c'est pareil, il y a une solidarité aussi sur l'île qui est merveilleuse. C'est-à-dire que s'il me manque un carton de pain, je vais voir mes collègues, et bon, il y en a à qui je vais pas demander, mais il y en a plusieurs à qui j'y vais. Je sais que voilà, il y a pas de souci. Et moi, c'est pareil, si je peux les dépanner sur quelque chose, on se dépanne, et ça n'a pas de prix, quoi. Je pense que voilà, il y a de la concurrence, bien sûr, mais j'ai envie de dire qu'elle est à 80% saine, voilà, et qu'elle va dans le bon sens, et que voilà, il y a du travail pour tout le monde, donc voilà, quoi. On l'évoquait, il y a beaucoup de restaurants qui ferment pendant l'hiver, donc l'Orangerie fait partie des rares restaurants qui restent ouverts toute l'année. Pour toi, c'est important d'assurer un service continu ?
Pour nous, avec Jean-Bas, c'est primordial même parce que quand on s'est rencontré avec Jean-Bas, on a passé le premier hiver sur l'île et on n'avait pas ouvert à cette époque-là, j'étais encore fermée l'hiver. Et en fait, on s'est rendu compte que si on avait envie de vivre sur l'île et de la faire vivre, ben il fallait que nous aussi on donne, voilà. Et donc, si on n'a pas envie que ça devienne une station balnéaire qui ouvre en avril et qui ferme fin octobre, il faut que chacun y mette du sien et ça passe par plein de choses dont l'ouverture des établissements. Après je peux comprendre que ça soit pas rentable, je vais pas le cacher que pour nous c'est pas vraiment rentable vraiment, mais nous on mise sur le futur, c'est-à-dire se dire que les gens qui vont venir et qui vont nous trouver là, ils seront heureux après de nous retrouver plus tard dans la saison, et que voilà, ce qu'on va perdre peut-être du côté financier, on va le gagner du côté humain et en relationnel et puis voilà, puis ça fait vivre le village et que nous on a envie, on est tellement heureux de vivre ici que si on fait pas ça, franchement on passe à côté quoi, on n'a rien compris quoi. Alors tu pourrais nous dire un peu quelles sont les spécialités de l'Orangeraie? Ouh là là. Alors nous, notre best-of c'est les couteaux. Ça, c'est un truc, si on l'enlève, je crois qu'on aura des grosses plaintes, hein, il y aura des problèmes. Voilà, donc ça, c'est notre truc, on l'a fait dès 2011, hein, quand on a ouvert. En fait, c'est mon premier chef qui nous a aidé à ouvrir, hein. C'était il avait une bonne quarantaine d'années, et il nous a dit, je vous allez voir, il était breton, et il a dit, je vous allez voir, je vais vous faire un produit, c'est un truc que vous allez garder toute votre carrière, quoi. Et en fait, c'est vrai, c'est tout simple, hein, couteau persillé, pas besoin d'en faire plus. Et puis là, récemment, ça fait quand même 4-5 ans, où maintenant on fait les panisses maison qu'on fait nous, donc on aromatise un peu, on essaie de changer un peu la sauce à côté pour changer un peu, mais bon, ça c'est pareil, si on les met pas, il y a pas les panisses, pourquoi, comment, voilà. Et puis après on a un vivier, donc là ça fait maintenant 2 ans qu'on fait les pâtes au homard. C'est vraiment, voilà. Donc en fait, nous notre credo, c'est vraiment des plats simples. Voilà, il y a juste, on fait le poisson à la pièce un petit peu, mais voilà, c'est vraiment sur des demandes pour faire plaisir à nos clients, voilà, qui nous le commandent. Et puis on a ces pâtes au homard, sinon on fait des plats simples. Nous, l'idée c'est que ça soit convivial, c'est vraiment ce qui revient, convivialité et fraîcheur des produits. On essaye vraiment que c'est l'esprit de la maison. Voilà, ce qu'on essaye de véhiculer, c'est ce qu'on a envie de. Donc si nos clients ressentent ça, c'est le principal. Voilà. Ça ressemble à quoi une journée pour toi, Lise, soit l'hiver, soit l'été, sachant que je pense que voilà, c'est le rythme qui s'intensifie à partir du printemps. Mais ouais. L'hiver, là en ce moment je pouponne. D'ailleurs, on doit l'entendre au micro. J'ai eu mon 3e enfant, donc là pour l'instant je suis à la maison avec lui. Sinon les journées en fait c'est assez rythmé, hein, parce que je pars de la maison très tôt. Moi je suis quelqu'un qui se lève très tôt. J'ouvre l'établissement, c'est quelque chose que, comme je disais, qui me fait très plaisir et qui me va bien. Après, après ça passe par des plein de choses à faire en fait, hein. Je peux servir 3 cafés et puis faire signer un contrat à un de mes staffs qui vient d'arriver, remplir les plannings, aller ranger je fais tout en fait, hein. L'idée c'est d'arriver à tout faire pour montrer à mon équipe. Et on fait ça avec Jean-Bas et tout le monde en fait, hein. Mon père aussi participe beaucoup. C'est de leur montrer que on est avec eux et que on n'est pas là que pour et puis ouvrir vous avez vraiment à cœur d'être les mains aussi dans le cambouis. Ah oui, on met les mains à fond, voilà. Et puis je pense qu'on saurait pas faire autrement. Ça c'est voilà. Et puis après, je m'occupe de mes enfants. Et voilà, et après à côté de ça on a l'association des parents. Là j'ai pris un peu plus de recul cette année parce qu'on a des nouvelles mamans fraîchement arrivées. Bonne nouvelle pour Porquerolles. Voilà, on passe un peu le relais, puis au moins elles ont plein de nouvelles idées et tout, donc on essaye aussi que ce soit soit pas toujours les mêmes personnes, voilà, et même si on est là pour aider. Mais sinon voilà, en fait c'est assez hétéroclite, hein, ça passe par plein de choses, donc c'est assez rythmé et moi ça me va bien. Je dors bien la nuit. Quelle est la saison que tu préfères sur l'île ?
La saison que j'ai préférée, ça va être... j'avais fait un kino sur ça, c'est l'année où j'ai rencontré Jean-Baptiste, puisque c'était l'été du love, hein, on va dire. Et puis c'était un peu... c'était plus... on n'avait pas les enfants en bas âge et tout, donc c'était... Voilà, il avait son bateau, on sortait en bateau, et puis il venait d'arriver au restaurant, donc voilà, on travaillait ensemble. Voilà, donc ça va être peut-être cette saison-là. Et puis après... Quelle année, ça? C'était en 2015. Voilà, saison 2015. Et 5 ans. Tout juste. On a fêté nos 5 ans, là, il y a 2 jours. Et puis voilà. Et puis sinon, après, ce que j'ai préféré, c'est la naissance de mes enfants. Hein. C'est sûr que ça, c'est des temps merveilleux. Mais voilà, sinon, on va dire que la plus rigolote, ça a été l'année 2015, quand j'ai rencontré Jean-Baptiste. Et alors, dans une année, la saison, mais là, quand je dis la saison, entre le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est quel moment que tu préfères dans la saison que je préfère, moi, c'est l'hiver, hein, c'est vrai. Donc, l'hiver et l'automne. Parce que, l'automne, c'est le moment où on est à la fin de la saison. Donc, c'est le rythme redescend et voilà, c'est un moment qui est bien pour nous. Et donc l'hiver parce que on se retrouve entre nous, avec les amis, avec les habitués du restaurant et voilà, le rythme aussi est plus calme. J'ai moins de personnel aussi, ça c'est un de mes soucis. Et donc du coup voilà, c'est plus convivial encore plus et c'est vraiment ce qu'on recherche quand on vient vivre sur Porquerolles, c'est la tranquillité. Moi, je recommence à courir, je fais mon petit sport, je vais me promener. On a la famille aussi qui vient beaucoup. Et puis après, ce que j'aime le plus, c'est Noël, ici. Comme les enfants. parce que c'est merveilleux, les Noëls ici. À chaque fois, on a la famille qui vient. Donc moi, je vais... cette année, j'ai pas pu y aller parce que j'ai accouché. Mais le 23 décembre. Mais sinon, je vais à la messe. À l'église et puis voilà et puis on va se promener et après on mange tous ensemble on a toute la famille qui dort là et moi je trouve ça sympa quoi. Est-ce que t'as un endroit que tu préfères ou des endroits que tu préfères sur l'île? Oui, j'ai un endroit que j'aime beaucoup, d'ailleurs je le montre à toutes les personnes que j'aime et ou mes amis, enfin voilà. C'est au-dessus des Gorges du Loup. C'est vraiment je trouve le point de vue le plus magique de l'île. On sait plus si on est à Porquerolles ou en Bretagne ou en Corse ou au Calanque à Marseille. Et à chaque fois que je cours ou que je marche, quand je passe par là, je m'arrête, je fais une photo, je prends un temps. Et voilà, c'est vraiment l'endroit que je préfère. Et puis après, il y a un autre endroit aussi que m'a montré récemment une copine, Anaïs, qui vit sur l'île aussi. C'est les Chevreaux. Voilà, c'est coucher de soleil. Ouais. Et alors je savais même pas qu'il existait cet endroit. Mais non. Mais ouais, il est hyper caché. C'est hyper caché et elle me dit "Ah ouais, tu sais quoi, je vais te montrer un endroit" et parce que moi je lui ai montré mon coin et du coup elle m'a montré son coin. Et alors là c'est pareil voilà. C'est fantastique. C'est un peu lunaire là-bas. Ouais. C'est voilà. Cette roche là, collé, on surplombe tout. C'est un très bel endroit. Voilà, c'est pareil. Je pense que pour méditer un petit peu ou quand on va pas bien, on peut aller là-bas et on reprend un bol d'oxygène et voilà. Donc c'est un de mes endroits aussi préférés que je trouve magnifique. Pour toi, est-ce que la Porquerolles authentique, ça signifie quelque chose et si oui, ça signifierait quoi? Alors la Porquerolles authentique, moi, je suis arrivée en 2011, donc elle avait déjà évolué, je pense. Je suis pour le respect des traditions, de ce qui se faisait avant, de garder garder les endroits intacts, faire attention les actions du parc. Voilà, il y a des choses pour lesquelles je les rejoins. Après, je suis aussi pour évoluer et trouver des solutions. Notamment, il y a plein de points à revoir sur l'île, mais notamment l'écologie ou voilà. Il y a des choses que je trouve un peu dommages, notamment le traitement des déchets, voilà, l'accueil, les infrastructures, parce qu'on est une île qui est très touristique, et donc voilà, les infrastructures pour accueillir les personnes, voilà, on leur prend leur argent, on les fait venir, voilà, on les entasse, mais voilà, il y a pas de toilettes, il y a plein de choses qui sont pas mises en place.
Et ça, je trouve ça dommage parce que chacun se renvoie un peu la balle. Et je trouve que voilà, il faudrait avancer sur ces points-là. On y reviendra un petit peu sur ces enjeux pour Porquerolles, mais j'entends que voilà, l'authenticité, on la trouve dans la nature et qu'en même temps il faut évoluer et répondre aux enjeux environnementaux qui se posent aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote marquante que tu as pu vivre sur l'île ? J'en ai plusieurs. Il y en a des drôles, il y en a des moins drôles, une moins rigolote, puis après je terminerai sur quelque chose de joyeux. Mais je crois que c'est la première ou la deuxième année où on était là. Non, c'est peut-être la troisième année puisqu'on était seul avec mon père et Lou. Et je me rappelle avoir été réveillée très tôt un matin parce que il y avait un petit qui avait été qui était déficient mental et qui avait été perdu anglais. Le petit anglais. Et je me rappelle l'avoir cherché toute la journée. Et je me rappelle aussi que voilà, il y avait tout le monde était là, tout le monde avait mis sa voiture à dispo. Et voilà, c'est un des moments qui m'a vraiment marquée. Un temps, j'étais présente aussi sur l'île et je me souviens de cette solidarité entre Iliens. Tout le monde s'était mobilisé. Il faisait un temps assez incroyable. Enfin, il y avait beaucoup de vent. Il y avait un vent de malade. Et voilà. Et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment marqué parce que voilà, c'était terrible quoi. Et voilà. Et après, pour terminer sur une note un peu plus gaie. Ce qui me marque, voilà, comme je disais, c'est les Noëls en famille ici. Et en fait, c'est toutes les réunions à chaque fois qu'on fait, sans vraiment aussi se concerter. C'est-à-dire, on a beaucoup fait. On fait à chaque fois une soirée quand on ferme le restaurant avec que ce soit avec Jean-Bas ou même avant, où on termine. Ce qu'on a dans les frigos, donc s'il nous reste des huîtres, on met les huîtres et puis on met de la musique et on danse et on rigole et voilà. Et donc voilà, c'est les fins de saison, avec ceux qu'il y a, les clients, les copains, la famille, les parents, voilà, c'est ça qui reste dans ma tête. Voilà. Alors toi qui as vécu ailleurs qu'à Porquerolles, quelle est selon toi la différence fondamentale entre vivre sur une île et vivre sur le continent ? Il y a pas de voiture et il y a pas de feu rouge. C'est déjà pas mal. Je pète les plombs à chaque fois que je traverse. D'ailleurs, je raconte à chaque fois à Jean-Bas, il m'engueule parce que moi, je fais des doigts d'honneur et tout, je m'énerve. Parce que les gens, ils collent, ils sont énervés. Il y a une pression qu'il n'y a pas ici. Ici, il y a autre chose. Il y a d'autres choses, il y a du bien, il y a du moins bien. Mais voilà, comme je disais, moi, je vais travailler le matin. On va travailler en marchant. Moi, je prends pas trop la voiture, un peu le vélo. Voilà, mais sinon, je vais bosser, je traverse la place et je regarde le soleil se lever et voilà, et ça c'est bien, c'est merveilleux quoi. Je me rends compte que c'est vraiment une chance. Donc ça c'est la différence, je pense, fondamentale. La pression qu'on peut ressentir quand on traverse. Ouais. D'ailleurs, tu te verrais retourner de l'autre côté ou pas ? Ça serait très difficile. Je pense si on bouge, ça sera en Corse. Donc on va partir d'une île vers une autre. Et on a eu des moments de grand down, voilà, quand on en a encore d'ailleurs, des fois c'est dur, ça continue d'être dur puisque voilà, on est une jeune entreprise encore, on a que 9 ans. Enfin, on va avoir 9 ans au mois de mai. Et donc il y a des moments où on a envie de jeter l'éponge. Moi, il y a plein de fois où je pleure parce que je pleure beaucoup et je dis à mon père, moi j'en ai marre, on vend tout, on s'en va, il y a trop d'impôts, il y a trop de ci, il y a trop de là. Parce que voilà, on est beaucoup contrôlé au restaurant, etc. Et le staff, voilà. Mais après, voilà, je pleure 5 minutes et puis après je me dis non, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire ? Je commence à regarder ce qui se passe ailleurs et puis je me dis oh là, non, on est très bien sur l'île. Et offrir cet environnement à tes enfants, pour toi, c'est quelque chose d'important ? C'est merveilleux. Je vois aussi quand je parle avec les amis qui sont de l'autre côté, qui vivent soit sur Paris ou même à Toulon, à Marseille ou même ailleurs, et en fait ils me disent tous c'est merveilleux quoi. Ici il y a pas d'insécurité, les enfants peuvent dès qu'ils ont 7-8 ans, ils commencent à aller se promener tout seuls sur la place, on les laisse en totale liberté, on n'a pas peur, il y a toujours quelqu'un qui jette un œil, voilà, c'est vraiment
Et puis on a la chance, on a une garderie qui commence dès les 10 mois sur dérogation, et donc voilà, on a quand même de l'accueil, quoi. On a une école, on a voilà, l'été on a l'école de voile, il y a plusieurs choses, et puis avec l'association des parents, on a mis en place plein de choses. Et puis les nouvelles mamans aussi, elles apportent aussi leurs nouvelles idées, et donc voilà, c'est ce qui peut manquer sur certaines infrastructures, parce que on est un petit village, donc c'est pas forcément, pour la mairie, c'est peut-être pas évident de mettre en place des choses. Nous on essaye de le pallier et de trouver des solutions, et donc voilà, petit à petit on y arrive, quoi. Justement, tu peux me parler un petit peu de cette association? C'était trésorière, c'est ça, pour cette association? Oui, je suis trésorière, et comme je disais, là je prends un peu plus de recul, mais après avec ma copine Virginie Fernandez, qui est au Parc National et qui a ses 2 enfants sur l'île, on a eu à cœur il y avait à l'époque aussi, maintenant ça date, hein, ça fait 6-7 ans, avec Magali Ratalino et Céline Obadia. On était vraiment, voilà, toutes les 4 un peu à fond, et donc on a décidé il y a quand nos enfants sont nés, hein, de reprendre un peu cette association qui avait été un peu pas abandonnée, mais bon, les mamans, les enfants étaient grands, et donc du coup elles avaient un peu pareil, pris du recul, quoi. Donc on a essayé de la raviver, surtout parce que à l'époque on avait un souci, c'est que il y avait une menace de fermeture de la garderie. Donc on s'est un peu toutes mobilisées pour démontrer que ok, c'était pas rentable, mais que c'était vital pour la vie du village, et que on y tenait, et qu'on allait tout faire pour proposer des solutions, et voilà. Donc on a monté tout un projet. Ça, c'était vraiment ce qui nous a rassemblés. Et puis après on a monté la cantine, qui a duré pendant 3 ans. Tu peux me parler de ce que vous avez mis en place? C'est assez particulier, ça, pour le coup. Je pense que c'est une vraie démarche insulaire, qui peut pas exister ailleurs. Non, d'ailleurs, ça a été toute une histoire, mais parce qu'on voulait au départ se faire livrer les repas, on a regardé il fallait trouver un endroit aussi pour accueillir les enfants, et donc finalement ce qui était possible, parce que il y a plein de normes, etc., pour les enfants, à la cantine on fait pas ça comme ça, et puis se faire livrer les repas, c'était toute une histoire pour remettre en chauffe, etc. Donc on s'est dit que finalement on a appelé ça la restauration solidaire, et donc on a démarré avec un restaurant, et la 3e année on avait 7 ou 8 établissements qui nous accueillaient, donc en fait les enfants ils mangeaient au restaurant, donc voilà, l'idée c'était un restaurant qui nous accueillait. Il y avait 2 à 3 mamans, papas, il y avait les mamies aussi de Porquerolles, voilà, les tatis, les tontons, enfin voilà, tout le monde, il y avait un planning sur Google, on était super organisés, avec 2 à 3 personnes qui tournaient, et donc voilà, ça a marché comme ça. Et puis après ça s'est arrêté pour l'instant parce que il y a un peu moins d'enfants à l'école, malheureusement, et qu'il y avait moins de besoins, mais c'est quelque chose qui peut être réactivé sans problème, puisque les restaurants étaient très contents. Il y avait donc le repas était facturé 8 € et l'association en finançait 4 €. Voilà. Donc ça fait le prix de repas scolaire. Voilà, on a regardé pour un peu s'aligner, et donc pour financer ça, on avait la mairie qui nous donnait une subvention, pas du montant total, une partie, et puis après on organisait plein de choses pour remplir les caisses. Donc on a vendu des crêpes, on a fait des ateliers, on a fait des tombolas, voilà, on a fait plein de choses comme ça. Les enfants devaient être ravis de manger au resto tous les jours. Ah ouais, c'était... Alors des fois ils râlaient un peu quand il y avait des légumes, parce qu'on essayait que ça soit quand même assez varié, et voilà. Mais non, ils étaient quand même très contents. Et alors maintenant que ce système ne fonctionne plus, il y a quand même une cantine où les enfants rentrent chez eux? Non, il y a plus de cantine, mais comme je disais, en fait, il y a 2 ou 3 mamans qui en ont besoin quand même, et donc ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent les enfants à tour de rôle chez elles. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, mais bon, encore une fois, je pense qu'il y a une notion de rentabilité et de faisabilité qui est compliquée, parce que voilà, on n'a pas de salle pour accueillir les enfants, on n'a pas de cuisine pour remettre en chauffe les plats qui pourraient venir du continent, et que voilà, ça c'est pas possible pour l'instant. Peut-être qu'un jour, voilà, Mais la vie insulaire permet qu'il y ait cet échange de bons procédés, voilà. Alors l'île, l'hiver, elle revêt un tout autre visage. On entend
On entend souvent qu'il faut avoir passé 1 ou 2 hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie à Porquerolles. Un habitant de l'île disait qu'il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Alors, toi, tu travailles, enfin Jean-Baptiste aussi, donc j'imagine que vous vivez un peu l'île autrement. Mais si tu te mets peut-être à la place des gens qui ne travaillent pas, est-ce que tu penses que c'est vrai qu'il faut avoir un trésor en soi et si oui, bon, est-ce que toi t'as trouvé le tien? Moi, mon trésor, c'est mes enfants, mais non. Après, oui, je pense que passer plusieurs hivers à Porquerolles, il faut quand même ne pas se désociabiliser. Ça peut être très rapide, je pense, parce que il y a on appelle ça un peu je sais pas si on peut dire ça, mais la porquerollite, c'est-à-dire que on vient, on reste, et puis on a tendance un peu après à s'isoler et à avoir de moins en moins envie de traverser, parce que c'est compliqué, parce que c'est fatigant, parce que voilà. Et puis l'hiver, comme on disait, il y a pas grand-chose d'ouvert. C'est surtout le matin qu'il y a une petite vie, puisqu'on a encore la boulangerie et la supérette ouvert, et puis après, passer 16 heures, quand le soleil se couche, là, il y a des moments, faut tenir. Il y a des moments où, c'est pour ça qu'il faut s'inviter les uns les autres à la maison, et puis se dire aussi que c'est un moment en famille, et voilà, profiter de ce moment-là de calme, parce que on peut vite avoir une petite mélancolie, et voilà, c'est pour ça qu'il y en a pas mal après qui font pas mal d'apéro. Même si c'est très bien l'apéritif, attention. Mais voilà, faut pas trop en abuser et faire attention, voilà. C'est pour ça aussi que des fois, il faut pas hésiter à partir 2-3 jours, aller s'aérer pour mieux revenir et voilà, voir ce qui se fait ailleurs quand même, parce que on a vite fait de s'isoler et petite tendance au repli. Au repli, voilà. Alors en été, ce sont jusqu'à 8500 touristes par jour qui traversent, soit près d'1 million par an pour 300 habitants à l'année. Donc c'est assez colossal, et la différence est assez impressionnante. Comment toi tu vis cette rupture entre la vie sur l'île l'hiver et la vie sur l'île l'été, sachant que toi ça doit se ressentir essentiellement dans ton activité, oui, j'imagine. Et à titre un peu plus personnel, comment toi tu vis cette arrivée en masse des touristes? Moi, je peux pas cracher dans la soupe, donc je vais dire que les touristes, il m'en faut pour vivre. Mais après, ce qu'on a vite remarqué, c'est que notamment au mois d'août, on a vraiment 3 semaines où c'est même presque invivable pour nous aussi, parce que on peut pas accueillir, on a du mal à accueillir sereinement aussi cette arrivée massive. Mais après, je sais pas vraiment comment on pourrait faire pour étaler ça. Je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça, ça parle de capacité de charge, de choses comme ça. Après, il y a des choses qui m'embêtent, comme par exemple la suppression petit à petit de toutes les passes gratuites qu'il y avait avant. Moi, c'est des choses qui m'embêtent. Après, je comprends aussi que les riverains de Gien, ils en ont marre de subir ça aussi, les voitures, etc. Donc voilà, c'est sûr que même toi qui es commerçante, tu sens que au mois d'août c'est trop. Oui, complètement, c'est trop. Et puis en plus, on n'a pas, comme je disais précédemment, on n'a pas les infrastructures qu'il faut pour accueillir sereinement les gens, et que voilà, ils arrivent, ils sont déjà énervés, quoi. Au mois d'août, on appelle ça les Haussiens, on se moque d'eux, etc. Mais en fait, les pauvres. Et nous, on se dit ça à chaque fois, on se dit, mais oh là là, mais moi, à aucun moment, je ferai 2 heures de queue pour arriver à Gien, 2 heures de queue pour prendre mon billet à la TLV, et autant, voilà. Donc, comment faire pour étaler ça, voilà, et malheureusement, on a le beau soleil est là de juin à septembre, donc voilà. Il y a moyen de profiter de l'île un peu à d'autres moments. C'est vrai que moi je le répète, d'abord je le dis à plein de gens, j'ai dit mais venez à partir de mars, les week-ends, même février. Il y a le week-end dernier, moi j'ai couru en t-shirt, c'était dimanche, c'était merveilleux, il a fait un temps de malade. Donc voilà. Mais bon, ça change, parce que déjà il y a les 35 heures, il y a les RTT, etc. Donc en fait on a de plus en plus de monde l'hiver aussi. Donc moi je pense que ça va s'aplanir, et puis les gens en plus au fur et à mesure de voir ce qui se passe en août,
je pense qu'ils vont de moins en moins venir à cette période-là et ça va s'étaler peut-être aussi de même parce que moi, barrer la route aux gens au mois d'août, je suis pas vraiment d'accord. Mon cœur de commerçante ne peut pas l'accepter, mais bon, après je sais qu'il y en a qui vont dire, ils vont me crier dessus, mais bon, voilà. Ouais, c'est compliqué. On sent que c'est quelque chose de compliqué. Quel conseil tu donnerais justement à un touriste d'un jour qui peut venir qu'en juillet ou en août pour arriver à saisir un peu de l'authentique Porquerolles ou tout du moins en approcher son essence? Est-ce que tu aurais un sentier, un itinéraire à lui conseiller sur l'île, une façon de déambuler sur l'île plutôt à lui recommander? Quelqu'un qui arriverait un mois de juillet, un mois d'août. Déjà, je lui dirais de pas venir qu'une journée. Je lui dirais de rester au moins une nuit avec nous parce que moi comme je disais mon moment préféré sur l'île c'est le matin et c'est là où vraiment on se rend compte il y a très peu de touristes le matin et c'est vraiment les commerçants, les gens du village qui sont là, qui vont chercher leur pain, qui ouvrent les commerces, le tabac, la supérette, etc. Et donc et puis surtout de rester une nuit parce que le soir, que ça soit au mois de juillet ou au mois d'août, c'est là où vraiment aussi on se rend compte. Je sais pas, il y a une atmosphère particulière. Déjà d'aller au bout de la digue et de se faire un petit coucher de soleil avec son amoureux ou son amoureuse. Et puis après, d'aller boire un verre et d'aller dîner dans un restaurant et de se rendre compte de l'ambiance qu'il y a sur la place. Que la dernière navette est partie, c'est vrai que c'est la dernière voilà. Et puis après, de se réveiller tôt le matin, d'aller marcher et pareil. Après d'aller prendre ses légumes et ses fruits et légumes sur la place et de voir comment se réveille le village quoi. Voilà, c'est ça que je lui dirais de faire. En dehors des plages bien sûr et de tous les sentiers qui sont magnifiques sur l'île, mais voilà. Ou en tout cas y aller au moment où les gens n'y sont pas quoi. Voilà. Vivre à contre-courant. Ouais, voilà. Comment tu vois l'île évoluer? Donc ça fait 10 ans à peu près que t'es sur l'île. Est-ce que tu as vu l'île évoluer en 10 ans? Et si oui, quel regard tu portes sur ces choses? Moi j'ai envie d'être positive. J'ai l'impression que il y a plus en plus de commerces qui ouvrent l'hiver quand même si c'est encore c'est peu, mais je trouve que les hôtels, il y a plusieurs restaurants qui jouent le jeu. On a une formule avec l'Office du tourisme dont je ne fais pas partie, mais parce que je trouve que le menu qui est imposé, le tarif du menu qui est imposé pour les restaurateurs est un peu bas pour moi. Je pourrais pas m'y retrouver financièrement, mais je trouve qu'elle est très bien et d'ailleurs j'en parle beaucoup aux personnes que je rencontre en leur disant il y a une super offre, franchement un rapport qualité-prix imbattable, donc allez-y. Ça et donc non, je trouve qu'il y a une belle évolution. On a une belle maison du commandant maintenant. Après, on a un cabinet médical aussi. J'espère que Philippe va pouvoir l'intégrer un de ces jours. Mais en tout cas, il a le mérite de commencer à exister. Donc ça va arriver. Faut être patient. Ça c'est le docteur qui va s'installer justement dans la maison du commandant, qui pour ceux qui ne le savent pas est une maison qui accueille les associations, c'est ça? Il y a une partie cabinet médical et puis après on a une salle pas des fêtes, enfin de fêtes, une grande salle avec des toilettes et puis on a un grand jardin magnifique qui a été très bien arboré. Et puis au-dessus il y a un appartement où est censé normalement aller le médecin. Qui a l'air d'être très grand, mais bon pour l'instant c'est pas encore occupé, mais bon ça fait 1 an ou 2 qu'on a la maison, ça fait 2 ans, donc bon ça va arriver, il faut être patient. Mais en tout cas par exemple le week-end dernier c'était la Chandeleur, on s'est tous retrouvés, les anciens, les mamans, les enfants, on a mis 3 tables, tout le monde a ramené des crêpes, il y avait des jeux de société et on a passé un moment super simple, efficace. C'est un lieu de convivialité, de vie où peuvent se retrouver les Porquerolais. Voilà. Et c'est vrai que c'est une chance. C'est vrai que c'est sympa. Quel regard tu portes sur la Fondation Carmignac qui s'est installée il y a 2 ans sur l'île? Comment toi t'as vécu l'installation? Est-ce que t'as visité les expos? Et qu'est-ce que t'en penses? Alors je visite chaque année parce que je trouve que c'est vraiment une chance.
Monsieur Carmignac, père et fils, nous ont vraiment bien accueillis. Ils ont commencé par faire par nous faire participer à toutes les étapes. On pouvait aller même visiter les travaux. Voilà, bon, sans trop abuser non plus, mais bon, voilà, il y a eu plusieurs réunions. Ils nous ont parlé de leurs projets, etc. Ils ont essayé aussi d'embaucher des porquerolais. Et ils en ont dans leur effectif encore maintenant. Et puis on a la gratuité à l'année de visite. Ça, je trouve ça super généreux et merveilleux. Moi, je sais que j'emmène ma fille, elle est à fond à chaque fois, voilà. Et puis après, ils ont fait une grande fête. Alors on rigole de ça, mais moi, je trouve que c'est une de mes meilleures fêtes. Il y avait open bar de champagne, c'était trop cool. Non, voilà, c'était une belle fête. Ils ont fait venir Camille. Il y avait un DJ de malade. On était tous ensemble, on a bringué jusqu'à pas d'heure. Il y avait des musiciens dans les arbres qui jouaient du violon, de la flûte et tout. C'était ouf. C'était tout dans le noir. C'était dingue. C'était totalement féerique. Ouais, c'était féerique. Et rien que pour ça, je dis bravo. Et non, après, je pense que c'est vraiment, ils ont fait de leur mieux, quoi. Et je trouve qu'ils se sont bien intégrés. En tout cas, ils essayent encore maintenant. Et voilà, ils ont pas fait comme ils auraient pu faire avec tout l'argent qu'ils avaient, et tous leurs moyens, etc., de faire un truc enclavé et pas nous accueillir. Et ils nous ont quand même bien accueillis. Donc voilà, c'est quand même très positif. Et puis surtout, nous, au niveau du restaurant, on a souvent quand même des petits groupes qui nous disent on va visiter la fondation, on est venu pour ça. Ça a drainé une clientèle un peu différente, un peu moins sac à dos sandwich. Une autre façon de visiter l'île et qui vient très très souvent manger dans les restaurants, voilà. Et donc moi je dis que c'est bien pour nous aussi, quoi, au niveau commerce, ça me va bien. Pour les expos. Et les expos, alors la première année c'était plus grand public. Là on va voir cette année ce qu'ils vont nous faire. Sur les fonds marins. La mer imaginaire. La mer imaginaire, voilà, on va voir. La deuxième année c'était un peu plus pointu. Le rez-de-chaussée ça allait, bon voilà. Le deuxième il était un peu plus pointu. Voilà, ma fille elle a vu ça, elle avait 8 ans, elle a dit bon c'est quoi Bon voilà, après ça reste de l'art. Moi je suis pas une professionnelle, c'est pas mon métier, donc je prends ça, je l'accueille et puis voilà, on en a parlé, ça a été l'occasion d'en parler avec Lou. Et puis voilà, c'est quand même un endroit qui est merveilleux, l'architecture. C'était en pleine saison, est-ce que tu as eu l'occasion d'assister aux événements qui étaient faits en plein air, notamment sur la place? Je sais pas si tu te souviens, il y a eu des danseurs, il y a eu Barbara Carlotti qui faisait aussi ils sont venus dîner au restaurant. On les avait, et puis après j'étais en pleine saison, mais j'ai regardé un petit peu. Ça aussi c'est merveilleux d'avoir un programme culturel qui s'intègre dans la vie porquerolaise, sur la place, etc. Ça c'est pareil, pour moi c'est de la générosité, hein. C'est bon à prendre. C'est bon à prendre. Ça nous fait parce qu'on n'a pas beaucoup quand même d'événements, on est souvent un peu il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles sur l'île, on n'a pas de feux d'artifice, il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas. On arrive difficilement à faire des balles pour amuser un peu les petits et les grands une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Donc d'avoir ça et de pouvoir le mettre en place, moi je trouve ça très bien. Quels sont selon toi les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir? On en a parlé, je pense que le gros point, c'est l'écologie, hein. L'écologie qui passe par le traitement des déchets, le traitement de l'eau, tout ce qui est les énergies, là on est vraiment vraiment en retard, quoi. Moi je vois même quand on va en vacances dans la famille de Jean-Baptiste, je vois qu'eux ils ont déjà leurs 3 poubelles chacun, qui sont déjà dans le tri en Corse, donc. Oui, en Corse, et qui est déjà pas mal en retard aussi, parce qu'il y a des endroits qui sont pas du tout à la page au niveau écologie, mais là nous on n'y est pas du tout, quoi. Donc nous au restaurant on met à part le verre, bon, on arrive à faire ça, mais c'est vrai qu'une année le parc nous avait mis en place, nous avait donné une poubelle et on devait mettre de côté nos épluchures pour faire du compost, parce qu'en fait nous on en produit beaucoup de déchets organiques, etc. Et donc mais ça a duré 1 mois et puis terminé, quoi. Donc nous on le faisait, hein, c'est quand même c'est des gestes à prendre, c'est des habitudes, et voilà. Après il y a plein de choses
il y a les personnes qui sont à la tête de tout ça, ils sont contre les éoliennes, ils sont contre les panneaux solaires, enfin voilà, il y a plein de choses. C'est souvent non, 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 et puis du coup, alors qu'on devrait être, je pense, un laboratoire de tout ce qui est énergie renouvelable, traitement. Le terme dit l'exemplaire revient souvent dans la bouche des porquerolais qui sont sensibles aux questions de l'environnement. Enfin... On l'est tous, il suffit juste de nous informer, de mettre à disposition des moyens, et je veux dire, il y en a, parce que des impôts, on en paie. Nous, on paye des terrasses en tant que commerçants, on paye des impôts révolutionnaires, j'ai envie de dire, énormes. Donc voilà pourquoi ça, c'est parce que en fait, il y a plusieurs services qui y rentrent, et à chaque fois, chacun se tire un peu dans les pattes et on n'arrive pas à s'asseoir autour d'une table et à prendre des décisions et à avancer. Ça, je trouve ça dommage, et il faut qu'on s'y mette vite parce que il y a urgence, ouais, bien sûr. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaiteraient s'installer à Porquerolles à l'année, toi qui as sauté le grand pas? Courage, fuyez. Non, bah oui, courage pour le logement, courage pour l'organisation, mais après, voilà, c'est l'histoire, c'est ce que je dis à tous les nouveaux arrivants. Ah, c'est l'histoire d'une année ou deux, et puis après, vous serez comme un poisson dans l'eau, on s'y fait, hein. Et après, on repart plus, mais oui, les premiers temps sont difficiles parce que voilà, faut s'intégrer, faut faire sa petite place, faut se faire connaître et montrer patte blanche. Mais après, une fois que tout ça s'est mis en place, bah après ça roule, hein. Ça, non, être ouvert, voilà, être patient et voilà, et puis ça va rouler. Puis après, je pense qu'il faut quand même avoir un certain état d'esprit, tu vois. On parlait des hivers sur l'île. Ah oui. Faut pas être à l'affût d'une animation trépidante. Voilà. C'est ce que je dis à mes futurs staff. Je leur dis bon, nous, on n'a pas de boîte de nuit, voilà. À 1h du matin, tout est fermé, il fait nuit, il faut plus faire de bruit. Donc non, il faut, oui, bien sûr. De toute façon, si on vient s'installer sur une île, c'est que quand même on a envie de se rapprocher de la nature, on a envie de se rapprocher de l'essentiel, hein, c'est sûr. Moi, j'ai écouté là récemment ce que Sabine a dit. C'est vrai que quand on traverse, on a ce matraquage publicitaire, le bruit, tout ça, et voilà, il faut avoir envie de couper de tout ça et de se dire que ici, voilà, c'est quand on va se promener, ben c'est calme, quoi. D'ailleurs, quand il y a une voiture au coin, on dit qu'est-ce qu'il fait là, lui, avec sa voiture. Peut-être venir sans être un peu bercé d'illusions, en se disant ça va être idyllique. Oui, ça, voilà. Non, il y a un volet qui est compliqué et dur et difficile, et puis voilà. Mais d'ailleurs, le silence, des fois, ça peut être aussi, ça peut faire peur aussi et être angoissant, et voilà. Mais après, je leur dis aussi que ça va être merveilleux et qu'ils vont se régaler. Et d'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se battent pour rester, quoi, hein, qui galèrent avec leur logement et tout, qui vivent sur des bateaux, alors qu'ils ont des commerces. Je vois, on a un couple qui viennent s'installer, qui viennent de reprendre une petite boutique sur le port. Voilà, ils sont sur leur bateau avec leur enfant, ils galèrent, ils voudraient avoir un deuxième, mais bon, du coup, ils reculent un peu parce que voilà, 2 enfants sur un bateau. Et voilà, mais bon, je sais que voilà, ça va le faire. Ils vont y arriver, il faut s'accrocher. Message principal, s'accrocher. Il me reste 2 questions, Lise. Pour toi, quelle est ta définition du porquerolais? Alors ça, je rigole bien de ça. Porquerolais, pour moi, c'est c'est une personne qui a l'envie d'être sur cette île, qui a envie qui y vit, qui se bagarre pour y travailler, pour se loger, pour être là, qui participe à la vie du village, en fait, hein, tout simplement, je pense, hein. Après, je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec ça, mais moi je me sens un peu porquerolaise, parce que voilà, maintenant ça fait un petit moment que je vis là et que mais bon, après c'est aussi quelqu'un qui peut bouger aussi, le porquerolais, hein. C'est dans le cœur, quoi. C'est ça. Voilà. C'est qui participe à la vie de l'île, je pense. Ouais. Dernière question. Alors, quand on évoque Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'Or. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon toi l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles quand tu quittes l'île pour prendre des vacances ou voilà, prendre un peu de distance? Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit quand tu penses à Porquerolles? Tu veux dire sur une image ou Une image, un objet
Un symbole. Le symbole, c'est le contour de l'île. Le contour de l'île, ça revient, c'est vrai, ça revient beaucoup. Et après, souvent l'image que j'ai, c'est comme on prend beaucoup le bateau quand même. C'est quand on arrive et quand on repart, c'est le port. C'est le port avec ce grand quai qui mène au village et au port, au commerce du port de l'autre côté. Et l'arrivée et le départ en navette. Voilà, l'arrivée et le départ en navette, c'est toujours c'est notre métro à nous. Et voilà, et c'est toujours. Alors des fois c'est sympa quand il fait beau, et quand il fait moche, c'est moins sympa quand on attend au quai de la Tour Fondue et qu'on se pèle. Mais voilà, je dirais voilà ce contour de l'île, qu'il y en a beaucoup qui se sont fait tatouer dans la peau. Et puis le port et le départ, peut-être la navette en fait finalement. Hein. La navette, ouais. Ça revient beaucoup la navette. En fait, je pense que c'est une sensation quoi. Quand on quitte ou quand on aborde l'île, il y a peut-être quelque chose. Beaucoup. Moi, j'en parle avec mes copines, tout ça. En fait, donc on gère la journée de l'autre côté. On est contente aussi, comme je vous disais, de partir en vacances et de voilà. Mais quand on revient, on est content. Quand on rentre dans le bateau, voilà, c'est on est content. On est dans le bateau. D'ailleurs, souvent on appelle. Je suis dans le bateau. Hein. Tu viens me chercher. Bon, tout va bien. Je suis dans le bateau, c'est bon. J'ai réussi à prendre le bateau. Voilà. On va rester sur cette belle image. Merci beaucoup pour ce temps d'échange et merci au petit torseau d'1 mois et demi pour ces pêches. Qui a été très sage. À peu près. Merci à Lise pour son témoignage sincère et sa générosité. Petite précision, cet épisode a été enregistré quelques semaines avant le confinement de mars. Lise et Jean-Baptiste nous ont partagé leur expérience du confinement dans un autre épisode dont je vous mettrai le lien sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.